allons pouvoir commencer. Si j'arrive à revenir, voilà. Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette troisième soirée Zoom d'entrevue. Où nous sommes ravis d'accueillir la revue Phénix que nous connaissons, que nous suivons depuis bientôt 10 ans, notamment par la proximité avec certains de ses animateurs, notamment l'ami François Borde, grand spécialiste d'Orwell, ayant combien de cordes à son arc qu'on ne les compte plus, André Huguetto, compagnon de marché de la poésie, entre autres, et tous les autres où on se croise ici à Paris, ou à Marseille ou encore ailleurs. Nous vous proposons donc plutôt la revue Phénix vous propose cette soirée autour de Marie Connet, mais pas seulement. Marie Connet, donc, qui est grande traductrice aux éditions de l'Ogre, où elle a pu produire et publier, grâce aux amis Benoît, Aurélien, tout ça fait petit monde, hein. Mais il se trouve qu'on les connaît bien. Les Métamorphoses d'Ovide qui ont fait grand bruit il y a maintenant 3 ans déjà, mais également d'autres œuvres plus personnelles telles Cordélia Laguerre. Donc Marie va nous offrir, en compagnie de Warren Mott, Jane Sautière et Bernabé Wesley, l'essentiel de cette soirée, mais je vais passer la parole à Karim De Broucker, le rédacteur en chef, qui vous parlera Bonsoir. aussi du reste des autres parties de cette revue, notamment ce numéro donc tourné autour de Marie Connet. Donc, cher Karim et chers tous, je vous souhaite belle rencontre et je vous donne la parole. Bonsoir. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. D'abord, je tenais vraiment à remercier Marie d'être présente, de nous avoir donné ces textes, et puis les contributeurs qui vraiment ont constitué un dossier magnifique qui constitue un véritable compagnon pour lire Marie Cosnet, pour entrer dans ses livres. Enfin, vraiment, c'est un travail qui m'a beaucoup intéressé. Et je vous remercie encore. Alors, François me signalait que, alors, à ma connaissance, on est la seule revue qui, pour l'instant, a réalisé un dossier autour de Marie. Et nous en sommes heureux, très heureux. Donc Yannick m'invitait à présenter le reste de la soirée. Je vous propose d'abord d'avoir une conversation avec Marie, puis éventuellement de poser quelques questions également aux intervenants présents, donc Jeanne Sautière et puis Warren Mott, en espérant que Bernabé puisse nous rejoindre également. Voilà. Comme le disait Yannick aussi, cette année, en janvier, c'est les 10 ans de notre revue. Et voilà, je souhaitais à nous souhaiter un bon anniversaire. Alors, nous avons ici, parmi les membres du conseil de rédaction, André Huguetto et Éric Boussepsi, qui étaient à l'origine du premier numéro de la revue. Donc, c'était en janvier précisément 2011, avec Marc Alain. Voilà. Ensuite, si François Borde est encore là, car je sais qu'il doit prendre un train, il pourra présenter rapidement la rubrique Sporade, peut-être aux alentours de la demi. Et puis, lorsque nous aurons eu un moment d'échange avec vous, les participants, Franck Merger, s'il arrive à nous rejoindre aussi, ce sont les rencontres Zoom, beaucoup de si, comme le dernier ouvrage de Marie, If,
bon, en tout cas, si Franck est là, il présentera Simin Behbahani, une écrivaine persane, un monument en Iran, et puis Marilyn pourra présenter son dossier autour de Daniel, le poète italien Daniele Beghe, qui a bien voulu nous rejoindre et que nous remercions encore. Il pourra assurer la lecture en version italienne. Buonasera. 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 Bien. Alors, Marie, bon, tu vas essayer d'écouter quand même, même si la connexion n'est pas parfaite, mais on va se débrouiller. On va réussir à faire quelque chose. Donc, Marie, tu te remets à publier en revue. Tu te remets à publier en revue. Est-ce que, donc, je pense que c'est un peu, d'après ce qu'a dit Myrto, alors j'espère que Myrto, qui a co-organisé le dossier avec François et moi, pourra nous rejoindre, je l'espère de tout cœur. Donc, il me semble, nous sommes une revue de poésie, et puis il me semble que tu avais confié certains de tes premiers textes à une autre revue de poésie qui s'appelle Harpa. Est-ce que c'est bien loin. Ça? C'est bien loin, mais... Oui, Harpa, enfin d'autres revues aussi. Hein. Alors là, dis donc, tu me poses une compacte, Florilège, des revues qui n'existent plus, je pense. Et surtout une autre revue qui s'appelait Petite. Oui, la revue Petite, en effet. Oui. Et, alors, est-ce que c'était... Donc, tu nous as donné, comme revue de poésie, des textes, alors, qui sont de très beaux poèmes en prose, je crois, ou en vers libre, ou bien des nouvelles, ou bien des récits, ou bien des témoignages, ou bien des documents, comme disait notre Marseillais Artaud, en présentant ses dessins. Bon, je crois que c'est un peu tout ça à la fois. Alors, est-ce que ces textes, tu les as écrits en appendice, en quelque sorte, ou en semence? Alors, parmi les textes qui sont des inédits et qui sont dans la revue, il y en a un qui est écrit autour de If, du livre If, qui est sorti, alors, quand, moi je ne sais plus les dates, hein, il y a un an, c'est ça? Je ne me trompe pas? Oui, un peu plus peut-être. Donc, il doit s'agir, je rappelle pour ceux qui n'ont pas le numéro, alors c'est La Malle d'Algérie, je pense. Le texte. Voilà. Et c'est un texte qui est une anecdote vraie, en fait, écrit au moment où j'écrivais ce texte If, et que je ne voulais pas, même je savais dès le départ en l'écrivant qu'il ne figurerait pas dans le livre, n'empêche que j'avais envie de l'écrire, parce que c'est une histoire qui mêle tellement notre histoire, mon histoire, et la fiction, que ça allait trop du côté de l'histoire personnelle, et voilà, je ne voulais pas que ça apparaisse et que ça existe dans le livre. Après, il y a une petite histoire que j'ai écrite parce que à ce moment-là, quand vous m'avez demandé les textes, j'étais en résidence dans les Landes, dans la Haute-Lande, en fait, dans la Lande girondine. Et je faisais une balade quotidienne jusqu'à une source miraculeuse pour soigner les yeux. Et cette source miraculeuse, j'y prenais de l'eau pour soigner les yeux, en vrai, voilà. Et là, il m'est arrivé de belles rencontres, et c'est ça que je racontais. Et voilà. Et La là, nouvelle s'appelle La Dame au carburant. La Dame au carburant, mais ça, tout ça est vrai, hein, c'est une histoire, voilà. Et après, il y a un troisième texte qui est là, pour le coup, un texte qui existera, j'espère, en tout cas, dans un livre à paraître, peut-être remanié ou peut-être pas.
qui est une sorte d'entretien à Lesbos, à Mytilène, avec un demandeur d'asile burkinabé qui raconte tout un tas de choses. Voilà. Je crois que c'est ça, c'est ces trois textes-là. Il y en a 4, si j'ai bien compté. Ah, La brodeuse aussi. ah oui, 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 sur les brodeuses, c'est-à-dire les raconteuses d'histoires. Ouais. Alors, la première, La Malle d'Algérie, est dédicacée à Chérif Agoun. Est-ce que c'est bien le cinéaste kabyle? Oui, c'est le cinéaste kabyle. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le premier de l'an kabyle. Alors, on peut. Et c'est vrai, c'est le premier de l'an kabyle aujourd'hui. Et Chérif Agoun a filmé. Alors, je ne pensais pas du tout parler de Chérif aujourd'hui, mais je suis ravie. Il a parlé, il a réalisé le premier film en langue amazigh, en langue kabyle, qui s'appelle trou de mémoire, les djinns, le truc des Est-ce djinns. que c'est... Oui, justement, en Vous regardant la dédicace, connaissez ce livre? il est disponible sur YouTube. D'accord, Il est, d'accord. il est, il est magnifique. Et ça La s'appelle La fin fin des des djinns, djinns. c'est un film magnifique. Je ne suis pas sûre qu'il existe avec le sous-titre français. Jusqu'à présent, il n'existait pas. Et voilà, c'est le premier, et je ne sais pas si c'est le dernier pour l'instant, mais en tout cas, c'est le premier film en langue amazigh. Chérif est mort à l'automne, non pas avant l'été, au printemps. D'accord, d'accord. C'est quelqu'un que tu avais connu, que tu avais rencontré Oui, 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 on l'a rencontré. Oui, oui, c'est un ami. D'accord, d'accord. Oui, donc il y a brodeuse, aussi. Euh, alors c'est dans ces textes comme dans les romans. Alors je 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 je, je t'avais peu lu finalement avant il y a 3 ou 4 ans, et c'est grâce à Myrto et François que j'ai fait ta rencontre. Et alors c'est vrai que au premier contact, j'ai été très désorienté par ton écriture. C'est une écriture. Alors, ça va peut-être t'amuser que j'appelle pas sainte, au sens de pas séparer, bon, au sens étymologique hébraïque, ou voilà, comme quelque chose d'à part. C'est une écriture qui touche à tout, qui se mêle de tout, euh, beaucoup de décrochage. Voilà, elle correspond un petit peu à Montaigne, qui définit l'honnête homme comme un homme mêlé. Voilà. Alors, pour, euh, pour la, voilà. Alors, je voulais savoir si donc euh, j'avais une autre question. Alors, elle va me revenir. Euh, oui, dans l'entretien, tu dis quelque part, on ne peut pas dire que j'adore écrire des personnages, ou alors il faut que ce soit de grandes silhouettes en route, porteuses d'un trait, d'un signal. Voilà. Alors, j'étais un petit peu étonné. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu entends par là Alors, est-ce que Marie, tu m'as entendu? Ah, est-ce que Marie, est-ce que tu entends? Ah,
Donc, je pense que Pour le coup, il n'y a plus de signal. oui, il n'y a plus de signal du côté de, il n'y a plus du signal du côté de chez Marie. Je suis en train de lui demander de se reconnecter. Oui, oui, oui. Entre-temps, j'ai vu que Bernabé Wesley nous avait rejoint. Merci, merci beaucoup. Bonjour à tous, je vous prie de m'excuser, j'avais quelques minutes de retard à cause d'une consultation médicale qui, elle aussi, se fait en ligne, mais je suis parmi vous, je vous écoute avec attention. Bienvenue. Bienvenue. Oui, donc peut-être, est-ce qu'il y a déjà des réactions à ce que Marie vient de dire ou des questions? Sinon, je vous propose eh bien de voir un petit peu avec Jeanne Sautière et puis les contributeurs du dossier. Jeanne Sautière, rebonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes romancière. Ah non. Oui, non? Non, je ne me situe pas du côté du roman. C'est un sujet de conversation assez régulier avec Marie, puisque Oui. elle est vraiment dans le champ du roman, il me semble. Moi, j'écris des textes qui sont effectivement pas dans le champ du roman, ou alors sous le nom générique voilà. Mais allez-y, je vous ai coupé la parole, excusez-moi. Je vous en prie, mais merci de cette mise au point. Donc, j'ai vu aussi que vous étiez éducatrice pénitentiaire. Je l'ai été. Vous l'avez été. Oui. Pas sans lien d'ailleurs avec votre lecture de DIF. Absolument. Le dossier que vous nous avez donné. Marius Salan dans son livre. Oui. Il se trouve que vous êtes passé par la cellule de ce sinistre individu à la santé ou à C'était à la santé, c'était un quartier, les condamnés de l'OAS, c'était dans un quartier spécifique qui ensuite a été récupéré pour faire des bureaux pour les éducateurs. Et il se trouve que mon bureau était dans la cellule de Salan, ce qui m'a fait un fameux choc quand je l'ai su, parce qu'effectivement, c'est pas très appétissant d'occuper un lieu comme celui-là. Une personne de cette envergure dans la malignité. Alors, votre article s'appelle Marie Cossenet, dire le secret qu'on n'a pas. Oui. Voilà. Alors, en effet, c'est quelque chose c'est une question que j'allais poser à Marie. Dans ses livres, il y a très souvent une espèce de trou, de noyau énigmatique autour duquel gravitent beaucoup de personnages. Et alors, est-ce que c'est surtout cet aspect qui vous intéresse dans les livres de Marie, un secret qu'on n'a pas. Vous soulignez aussi la phrase de DIF, l'enfance n'existe pas. Oui, l'introduction de ce livre qui est fort belle d'ailleurs, qui est effectivement sur ce qu'elle souligne, qu'elle affirme comme l'enfance n'existant pas, ce qui est aussi un propos un peu énigmatique aussi. Mais je trouve que dans If, elle travaille, qui m'a complètement éblouie dans ce livre, c'est sa façon justement, comme vous le décrivez, par touches très différentes. On est dans un bus à Marseille, on entend une conversation, et puis on passe presque tout de suite dans la foulée à l'arrivée de personnes venant d'Algérie dans le bateau à l'issue de la fin de la guerre. Enfin bon, il y a des nouages absolument tout le temps dans ce livre, et qui sont des nouages qui je trouve vraiment très saisissant dans son travail. C'est pas des nouages pour assimiler ou égaliser les choses ou les façonner en termes de comparaison. C'est des nouages pour justement souligner
les différentes facettes d'une histoire et la façon dont l'histoire, comme une espèce de flaque d'huile, s'étend comme ça jusqu'à maintenant, depuis cette période jusqu'à nous. Et ça, je trouve que c'est quand même la façon remarquable qu'elle a de remettre du vivant partout et d'arriver à façonner son infernale tapisserie de faits, de choses qui tout le temps aussi sont reliées à l'histoire. C'est ça aussi que je trouve passionnant dans le travail de Marie. Oui, avec la cellule de Salan, vous avez dit que vous avez utilisé à nouveau l'image d'un nœud de tapisserie. De temps en temps, il y a des nœuds Oui, c'est ça. qui communiquent de manière secrète. Oui. Alors, bon. je me permets de t'interrompre, Karim. D'avoir Marie qui a un problème de connexion et qui va essayer de se reconnecter. Voilà, donc peut-être on peut échanger. Ah, la voilà. Ah ben la voilà, magnifique. En profiter, hein. Oui, Marie, voilà. Nous étions en train de parler à partir de l'article de Jeanne Sautière qui s'appelle « Dire le secret qu'on n'a pas ». Voilà. Alors, je disais que bon, pour jeune découvreur de ton œuvre, j'avais été également frappé par cet aspect. Un secret qu'on n'a pas. Derrière, alors on l'a cité en 4e de couverture, tu termines par je ne crois pas au présent, l'enfance n'existe pas. Alors voilà, ça fait beaucoup de vide, de trous. C'est à partir de ces trous que naissent tes histoires. Ce sont ces vides, ces absences, ces silences qui t'intéressent. Et qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais alors, du coup, que faire? Où aller? Est-ce que la réponse c'est le mythe? Tu es traductrice d'auteurs anciens. En fait, je ne sais pas quoi répondre parce que, bien sûr, bon, on me dit que ma connexion Internet est instable, mais donc je vous préviens, parce que je viens d'avoir un petit message, votre connexion Internet est instable. On t'entend bien. Oui, oui, vous m'entendez. Bon, je suis en train j'essaie de réfléchir vite à ce que tu dis. Alors, je peux lire. À nouveau, nous ne t'entendons plus. Mais en attendant, tous les textes récents, en tout cas, donc, non, parce que et de creux à partir duquel, en effet, tu dis, faire du mythe ou écrire des histoires, quelles qu'elles soient. Peut-être à ce sujet-là, peut-être moi, c'est vrai que c'est vraiment la chose impossible à dire ou à voir de plus près. Je ne sais pas si vous m'entendez, en fait. Oui. Peut-être pas. Entendons, oui, tout à fait. Oui. Quand tu dis, par exemple, de manière plus précise, à la fin de ta nouvelle, tu m'entends? Oui. Donc, à la fin de cet échange, je vais le relire. Donc, c'est à la fin un des textes que tu nous donnes, à la fin de la Malle d'Algérie, justement. C'est alors qu'un passant, le béret dans sa main droite, s'est arrêté. Droit comme un i, il m'a posé une question. Qu'est-ce qu'un moment? Répondez donc, qu'est-ce qu'un moment? Le passant était pressé et pressant. Le passant n'avait peut-être pas toute sa raison, mais il tombait bien.
Il a répondu lui-même brusquement à la question. Le moment, c'est ce point où se rencontrent ceux qui sont là, vous et moi, et celui à qui vous pensez. Pardon, je ne crois pas au présent, j'ai dit. Alors, est-ce que tu n'y crois pas dans le même sens où l'enfance n'existe pas et que le présent n'est qu'une reconstruction euh, par le récit de ce qui s'est passé? Oui, voilà. Une Et seconde, alors, cette scène-là, Marie, oui, une seconde pour éviter les problèmes. Est-ce que, hormis Karim et toi, les autres intervenants participants peuvent fermer leur vidéo? On va libérer de la bande passante et normalement, ça devrait faciliter la communication. Et puis, vous pourrez connecter votre vidéo lorsque ce sera votre tour de parler. Je pense que ce sera plus simple. En tout cas, c'est un essai à tenter. Merci. Je te laisse répondre. Excuse-moi, Marie. non, ce que j'allais dire, oui, c'est exactement ça, Karim. Ce que je voulais dire, c'est que cette scène-là que tu viens, ben, je suis c'est une scène réelle, en fait, c'est un événement raconté. Comme il s'est passé, c'est le jour où j'ai appris la mort de Cherif Agoun, où il se trouve que je suis à Donosti et où ce passant vient me demander ce que c'est qu'un moment. Et voilà, et c'est ça, et c'est tout. Oui, c'est un très beau passage, je trouve. Bien. Alors, il est la demi, l'heure tourne. Peut-être, si vous voulez bien, je peux donner la parole à Bernabé Wesley, s'il est toujours là. Est-ce que Je suis là. Bernabé... Je suis là. Oui, Vous m'entendez bien? bonsoir. Bonsoir. Alors, donc vous êtes, si j'ai bien compris, chercheur entre l'Université de Montréal et Rennes. Non, je suis professeur adjoint à l'Université de Montréal où j'ai été engagé depuis juin. Je pense que ma situation a changé depuis que j'ai envoyé ma bibliographie. C'est pour ça qu'il y a malentendu. Bonjour à Marie. Coucou Bernabé. D'accord. Et vous nous parlez donc depuis Rennes? Non. Montréal où il est 13h. 13h. Très bien. Très bien. Dire qu'au moment de la commande de l'article, Bernabé était à Rennes et depuis la publication, il est à Montréal, c'est ça? J'étais à Paris, mais passons. J'ai tendance à bouger, c'est de ma faute. Phoenix fait voyager. Je suis l'entière responsabilité de ces déplacements impromptus. Ça ressemble aux péripéties d'un roman de Marie. Alors, donc, votre thèse, là, je pense que, pour une fois, je vais tomber juste, est publiée en 2018 sous le titre « L'oubliothèque de Louis-Ferdinand Céline ». Alors, dans votre article, vous qualifiez aussi l'œuvre de Marie d'une oubliothèque. D'abord, est-ce que c'est par ce biais que vous avez été amené à rencontrer Marie? Alors, moi, d'abord, bonjour à tous, et puis laissez-moi vous dire le plaisir que j'ai eu à contribuer à ce beau numéro et à pouvoir renouer avec l'œuvre de Marie Cosnet. Moi, j'ai découvert son œuvre à partir d'une toute petite nouvelle qui faisait partie d'un volume collectif consacré à Alain Bashung et qui partait de Angora, la chanson de Bashung, pour raconter une histoire à la fois individuelle, collective et familiale en faisant ce que fait Marie Cosnet généralement, c'est-à-dire multiplier les télescopages temporels et créer des anachronismes violents entre différentes histoires pour essayer de faire ressurgir
un passé qui est en tout cas qui est partiel, sinon oublié. Et c'est par ce biais-là que je suis entré dans l'œuvre, et ensuite j'ai fait la découverte vraiment et de me plonger dans cette œuvre-là à partir de la question de l'amnésie collective, qui est un peu mon dada. Ce ne serait pas comparable à la façon dont ça se pose chez Louis-Ferdinand Céline, mais s'il me semble que l'œuvre de Marie pose cette question-là a priori, c'est parce qu'elle part toujours des trous de la mémoire. Et c'est à partir de cela qu'elle tisse des espèces de raccrocs narratifs et qu'elle tente de recomposer les écheveaux d'histoire, d'affabulation, de souvenirs tronqués, de mots qui reviennent du passé et qui sont ceux de témoins imparfaits qui n'ont à restituer qu'une histoire incomplète. Tout à l'heure, Jane Sautière évoquait cela en partie à partir de la parole de l'autre. C'est aussi, je crois, une œuvre qui évoque l'histoire collective, non pas à partir des archives, mais à partir de la parole de l'autre, à partir de ces personnes que la narratrice ou le narrateur rencontre et qui ne rapportent de ce qu'ils ont vécu que des morceaux à reconstituer. Et disons que la liberté avec laquelle les textes de Marie multiplient les anachronismes, et y compris en provoquant des réécritures intertextuelles étranges, moi, m'avait énormément surpris et intéressé. C'est à partir de cela que j'ai creusé ça, en tombant parfois aussi sur des moments qui m'étonnaient aussi, parce qu'ils raccordent, comment dire, dans ces anachronismes, il y a aussi toute la tradition gréco-latine qui, on pourrait supposer a priori qu'elle est totalement différenciée des formes d'engagement que présente l'œuvre de Marie et son engagement de militante. En réalité, pas du tout, puisque ce qu'elle fait à la CIMAD, ou qu'elle fait au nom de la question de la migration et de l'exil, et raccordée aussi à cette réflexion, à cette tradition gréco-latine de la question de l'hospitalité, qui est fondamentale dans cette œuvre-là, et qu'on voit dans les grands récits de migration de l'Énéide qu'elle réécrit, et aussi dans ses traductions. Je pense que ce n'est pas pour rien que Marie a traduit les Métamorphoses d'Ovide. C'est un poète lui-même exilé à Thômes par l'empereur Auguste, et je pense que sa traduction et l'actualisation qu'elle fait du texte ovidien entend la métamorphose dans un sens politique, c'est-à-dire une liberté totale accordée à l'identité qui s'oppose aux crispations identitaires de certains de nos contemporains. Donc c'est en tentant d'explorer ces différents aspects, ces voies, ces formes qui donnent une place à l'oubli, que je me suis plongé dans cette œuvre-là. Merci beaucoup, Bernabé. Votre article ressemble à une mini-monographie. C'est un petit compagnon pour lire l'œuvre de Marie.
je souhaitais aussi donc dire quelques mots à Warren Mott, voilà, merci de nous avoir rejoints. Alors, après l'oubliothèque de Wesley, c'est l'Oulipo Tech. C'est un peu le mouvement sur lequel vous avez travaillé, je crois. Entre l'université du Colorado, d'où vous parlez, puis celle de Bordeaux, il me semble. Votre article s'appelle Courant, et vous avez lu spécialement pour notre revue et relu son livre qui s'appelle Village Chagrin. Voilà. Alors, j'avais une petite question à vous poser. J'ai vu que, alors, dans votre travail universitaire, vous avez étudié pas moins des dizaines de milliers, enfin, peut-être pas des dizaines de milliers, mais des milliers de scènes miroirs. Alors, je ne sais pas si c'est au sens de Lacan, au stade du miroir, mais voilà, dans la littérature française. Et alors, est-ce que vous avez trouvé des échos, des harmoniques sur ce thème-là dans le livre Village Chagrin, autour du reflet, de l'image, du miroir? Tout à fait, oui, bien entendu. C'est une obsession personnelle chez moi. Tout d'abord, je dois vous dire que je ne suis pas de langue française, donc je vous prie d'excuser mes hésitations, mon accent, mes verbes mal conjugués. J'essaierai de vous parler de façon tout de même compréhensible. En tout cas, vous avez écrit l'article directement en français, je vous remercie. Je vous remercie. Oui, j'ai trouvé des scènes de miroir. Ça correspond à une obsession chez moi. J'ai commencé à collectionner des scènes de miroir quand j'avais 25 ans. Comme ça, j'ai passé une vie à collectionner des scènes de miroir. Et donc, j'en ai trouvé dans Village Chagrin. Mais ce n'est qu'un seul des courants de Village Chagrin qui m'a intéressé. Karim, je partage votre impression d'être désorienté lorsque je lis Marie Cosnay. Pour ma part, il s'agit d'une désorientation très agréable, mais c'est tout de même une désorientation que j'essaie de réparer un tout petit peu en me penchant sur la notion du lieu, du site, du pays, du paysage, notamment dans Village Chagrin, qui date de 2006, dans ce roman à tout point de vue remarquable. Je me suis penché sur l'évocation de l'Adour, n'est-ce pas? Oui. Ce fleuve qui traverse Bayonne, qui fournit aussi la frontière, qui constitue la frontière entre les Landes et le Pays Basque, en quelque sorte. Je pense que le fleuve lui-même fonctionne dans le roman comme image du roman, de l'écriture. Justement, dans l'écriture de Marie Cosnay, il y a énormément de courants qui se mélangent, qui s'interrogent, il y a des confluences, n'est-ce pas? Tout ça, ça forme le courant narratif, si vous voulez. Donc, il me semble qu'il y en a beaucoup dans Village Chagrin. Il y a la notion de la souffrance, qu'il s'agisse de la souffrance personnelle, la folie, les accroupissements de Marthe, par exemple, ou le suicide d'un personnage qui s'appelle Pierre M. Il y a la notion du désastre, que ce soit le désastre collectif, historique, que ce soit le désastre de l'immigration, notamment dans le cas de Bram Van Velde dans les années 30, ou alors, n'est-ce pas, qui rejoint le désastre de l'immigration tout à fait actuel. Nous savons que Marie Cosnay s'est penchée sur la notion de l'étranger, qu'elle a même suivi
les audiences d'étrangers présentées au juge des libertés et de la détention de Bayonne en 2008. Elle a rendu compte de cette expérience dans son livre Entre chagrin et néant. Donc, il y a constamment des va-et-vient entre passé et présent, entre individuel et collectif. L'image est à la fois puissante et fragile. L'image, que ce soit qu'il s'agisse de l'image graphique ou de l'image poétique, il y a un discours métalittéraire qui coule tout au long du roman. Et tout comme le fleuve, on peut voir ça de façon latérale ou de façon longitudinale. Nous savons que l'Adour, n'est-ce pas, on peut tracer l'Adour depuis ses sources près du Tourmalet, près du col du Tourmalet jusqu'au Boucau. Ou alors, on peut regarder ça de façon latérale aussi, n'est-ce pas? À la frontière, par exemple, entre rive droite, à Bayonne, notamment le quartier Saint-Esprit, rive gauche, Bayonne, la ville de Bayonne. De même, nous pouvons considérer le roman Village Chagrin de façon longitudinale ou de façon latérale aussi, il me semble. Et c'est ça qui m'a intrigué et qui m'a aidé un tout petit peu tout de même à m'orienter dans le roman, pour reprendre votre mot, Karim. Oui. Et en même temps, vous dites que l'écriture de Marie, à la manière d'un fleuve, rassemble tous ces courants. Finalement. Absolument. Il s'agit à la fin tout de même d'un fleuve. Alors, absolument, je crois qu'il s'agit d'une écriture particulièrement fluide dans ce sens. Absolument. C'est passionnant. Je rebondis et j'en profite pour demander à Marie, Bram van Velde, c'est un coup de foudre pour toi, le travail du peintre ou... Coup de foudre, oui, enfin, je l'ai beaucoup aimé, je l'aime beaucoup, mais en l'occurrence, c'est que ce que disait Warren tout à l'heure, c'est que dans les années 30, en effet, et non, même 38, puisque il quitte l'Espagne avec Marthe, sa compagne, et il a omis de faire refaire ses pièces d'identité, et il est arrêté, il va rester 1 mois ou 2 mois à la prison de Bayonne, qui s'appelle la Villa Chagrin. Et donc, c'était cette espèce de... Voilà, c'est comme dans les histoires que, Karim, tu racontes, tu parlais tout à l'heure, les histoires écrites pour la revue, les inédits. C'est des sortes de circonstances, de personnages qui vont se retrouver à un moment comme ça. Et ça m'intéresse beaucoup quand vous parlez de désorientation. C'est la 2e fois donc on entend parler de désorientation, parce que c'est moi qui suis très désorientée en fait. C'est pas du tout les lecteurs. Et c'est pour ça que ça m'intéresse infiniment aussi qu'on parle du lieu. Je crois que ça me donne beaucoup. En effet, que ce soit dans le temps, avec tes premières questions, Karim, sur le temps, le présent, etc. Et c'est comme un creux, en fait, le temps. Je ne sais rien du temps, comme vous non plus, d'ailleurs. Hein. Bon, pas grand monde, en fait. Mais disons que je me rends je souffre de ne rien savoir du temps, plutôt, à ce point. Et du lieu, eh ben, pas tellement plus, en fait. Le lieu que j'habite, je l'habite par hasard, et je sais tellement à chaque instant que c'est par hasard que j'habite ce lieu. Si j'en habitais un autre, je saurais aussi que c'est par hasard que je l'habite, et que c'est une très très grande instabilité, en fait, que ce soit dans le temps et dans le lieu. Et ce qui demeure, malgré cette instabilité peut-être, c'est toutes les histoires. Et donc tu parles de courant et de fluidité et tout ça, mais c'est ce qui circule, en fait. Et ce qui circule d'une personne à une autre, c'est des histoires qu'on se raconte et qu'on se raconte et qu'on se raconte. Et par contre, la chose fixe et stable, et qui n'est pas pour moi de la désorientation, ce sont ces rencontres. La dame à la source miraculeuse, c'est vrai, de vrai, de vrai. Tout ce que je raconte dans La Malle d'Annaba ou dans le titre Brodeuse,
avec cette espèce de coup de fil au moment où je vais partir en Algérie, ce coup de fil comment on dit, d'un graphologue, enfin non, du notaire qui a retrouvé la trace de mon fils et moi je pars sur les traces du grand-père de mon fils et quelqu'un m'appelle le jour même où je pars pour me demander enfin toutes ces coïncidences, alors quand même ces coïncidences, c'est le temps et le lieu qui sont en question. Dans la coïncidence, c'est vraiment ça et ça, je le raconte, et ben, c'est à ça que je me raccroche en fait, c'est à la coïncidence. Mais l'orientation, je ne l'ai pas, ni dans le temps, ni dans le lieu. Et vraiment, ça, c'est du vécu. C'est un peu pas. Marie, je crois que je crois que dans Village Chagrin, il y a la question de la réalité aussi, de la réalité politique. Par exemple, la situation de Bram prévoit la situation actuelle des expulsions, ces tribunaux auxquels tu as assisté, mais aussi ça va très loin dans le passé. Il me semble que c'était au moment de l'expulsion des Juifs en 1492 que Saint-Esprit à Bayonne a accueilli les réfugiés juifs. Et d'ailleurs, il me semble que la synagogue de Saint-Esprit, juste à côté de la gare, c'est une des synagogues les plus vieilles de la France, sinon la synagogue la plus vieille de la France, n'est-ce pas? C'est ça. C'est la question qui se repose, la question de l'autre, de l'accueil de l'autre, du refus de l'autre, la question de l'hospitalité. Tout ça, c'est une réalité qui se manifeste et qui se remanifeste selon des termes qui sont essentiellement les mêmes. J'étais bien consciente en écrivant Village Chagrin et en plus, quand il passe cette frontière, il ne se rend pas compte, c'est la guerre d'Espagne et puis il arrive dans une autre guerre, en fait, il passe d'une guerre à une autre, tout ça sans papier, en étant complètement… Et jusqu'à présent, en tout cas, il y avait une latitude à pouvoir passer les frontières sans papier et puis là, ça se durcit et on sait très bien comment ça va se durcir, peut-être pas pour lui mais n'empêche que voilà, on est dans un moment d'histoire frontière. On est à une frontière, mais on est à un moment d'histoire frontière parce qu'on va basculer dans quelque chose d'autre, de radicalement autre et de tout de suite. Et c'était ça que je voulais saisir. Là, c'est encore une coïncidence. Village Chagrin, qui est la prison du côté Saint-Esprit de Bayonne, qui est le quartier que j'habite, à côté de la Dour. Village Chagrin, cette histoire qui est en train de se profiler là, de la Deuxième Guerre et de tout ce qui va avec. Et puis, voilà, ce sont ces coïncidences-là dans lesquelles je me réoriente, en fait, moi-même. Oui. Alors, je pense que l'heure tourne encore, mais tout de même, alors, par simple curiosité, est-ce que dans If, l'histoire du voisin qui est le vrai cousin, c'est authentique aussi? Oui. D'ailleurs, j'ai un témoin ici, hein, Vincent, hein, le cousin et le voisin. Oui, c'est authentique, absolument. Après, ce n'est pas le voisin immédiat, hein, mais c'est quand même le voisin très, très proche. Et que tu appelais, avant de savoir, le cousin de mon fils. Incroyable. Voilà. Alors, tu as du mal à… Alors, tu parles de frontières difficiles à franchir, mais bon, c'est ce que je disais aussi quand je parlais de ton écriture, que je ne trouve pas séparée. Alors, elle est pas séparée, au sens qu'elle n'est pas séparée par la littérature. Je ne trouve pas que la littérature l'enlève, que tu pratiques, l'enlève à notre monde. Elle n'est pas séparée de la vie. Voilà, elle est impure, voilà, j'ai appris à beaucoup l'aimer. Alors, d'ailleurs, tu dis que tu ne voyages pas et que, donc, en revanche, tu admires, tu envies, tu jalouses presque peut-être les personnes que tu accompagnes parmi les réfugiés pour leur capacité à prendre les ailes d'Hermès pour traverser les frontières, pour changer de pays, de situation, parfois jusqu'à des familles. Et, alors, en fait, ne voyage pas, je pense que ton écriture s'en charge. Et alors, je vais lire peut-être pour résumer
ce passage de brodeuse, justement, qui ressemble justement à ton écriture. Il y en a qui ont la grâce, une grâce de brodeur, qui font suivre leur corps de pays en pays, malgré l'absence de visa, l'absence de papier, l'absence de bon sens. Ils volent, c'est tout, ils volent. Et je pense qu'on peut tout à fait appliquer ça à ton écriture. Bien, il est déjà -5. Est-ce que, bon, François, malheureusement, a dû nous quitter. Est-ce que tu es toujours là, François? Non, il a dû courir pour rattraper son train. Alors, est-ce qu'il y a d'abord des questions, des réactions parmi tous les participants à cette visioconférence, pour Marie ou pour l'un des intervenants? Oui, je voudrais prendre la parole. André. Oui. Eh bien, moi aussi, j'ai appris à aimer ces quelques nouvelles de Marie. J'aime beaucoup Fétiches au café, par exemple. Je trouve que c'est extraordinaire. Et si j'avais une comparaison à faire en ce qui concerne son allure d'écriture, je dirais que pour moi, son écriture est comme un filet dérivant, tu sais, Oui, voilà, oui. un filet dérivant qui ramène un tas de choses. Et enfin, pas des poissons, mais en tout cas des individus très divers et des êtres de rencontre qui révèlent en effet des aspects de la réalité auxquels on ne penserait pas. Ça, c'est très beau. C'est cette investigation qui permet de trouver dans le monde, je dirais, des êtres en recherche. Voilà, tout est en recherche chez Marie, il me semble. Oui, oui, c'est une écriture Et je ressens passionnante aussi, ce qui la rend touchante. Il faudrait qu'on entende aussi notre correspondant italien, là, Daniel. Hein. Alors, oui, j'allais passer à la présentation des voix d'ailleurs du numéro. Oui. Daniel nous a fait le plaisir de nous rejoindre. Est-ce que Marilyn est toujours là? Oui, oui, je suis là. Ah, oui. Alors, peut-être, je vais quand même vérifier, Marilyn, avant de passer aux voix d'ailleurs, vérifier si quelqu'un d'autre a une question brûlante à poser à Marie, voilà, qui ne quitte pas la réunion sans avoir pu la poser. Bien. Alors, peut-être qu'on peut te donner la parole. Notre revue comprend toujours une ou deux voix d'ailleurs. Cette fois-ci, la voix d'ailleurs est à la fois persane avec Simin Behbahani, qui est une poète extrêmement connue en Iran, et puis cette fois-ci Daniel Béguet, que va nous présenter Marilyn Bertoncini, qui a traduit ces textes et qui peut nous en lire un par exemple. Et ensuite, Daniel, si vous voulez, vous pourrez réagir et lire ensuite la version italienne, si vous en êtes d'accord. Marilyn. Parlo francese. Ti leggo il francese. J'aurais bien aimé savoir, avant de démarrer, si je peux enregistrer pour les amis italiens qui ont du mal à suivre l'ensemble et qui ont dû décrocher pour diverses raisons aussi. Il me semble que l'émission est de toute manière enregistrée. Oui, voilà. Exactement, l'émission est enregistrée, elle sera mise sur YouTube de toute façon. D'accord, parfait, merci beaucoup. Alors donc, je suis ravie de pouvoir parler de Daniel Béguet et de la poésie de Parme. C'est une ville italienne qui est une ville de poètes. C'est la ville d'Attilio Bertolucci, c'est la ville d'Alberto Bevilacqua, Carlo Conti, c'est la ville de Pierluigi Bacchini qu'on est en train de redécouvrir. C'est
Parme, ça a été la ville dont Pasolini avait dit qu'il existait une officine parmigiana de poésie. Et il y a cet aspect très fort dans l'Émilie-Romagne, dans l'Émilie, de ce rapport de la poésie avec la ville, avec la société urbaine, avec le paysage et avec la langue. Daniel, c'est un poète qui a écrit tardivement. Il a publié en 2000, je crois que c'est 2017, le premier, je me trompe dans les dates toujours, le Galateo de la Bondone. Et je l'ai rencontré à peu près à cette époque. Il en est à son 3e livre. Il a gagné plusieurs prix avec ses poèmes. Et moi, ce qui m'a touchée dans ce qu'il écrit, c'est une attention très fine à des phénomènes urbains de décadence, au passage du temps, au fait que se superposent les générations, les ruines et les nouveautés. Et il a surtout un regard très, avec beaucoup d'ironie, beaucoup de distance et beaucoup de chaleur en même temps. C'est très, très particulier. Et la plupart du temps, il superpose aussi des réflexions, alors qui passent plus difficilement en français, mais il a des réflexions très cultivées, très reliées à l'architecture, à l'histoire, qui font comme des vibrations temporelles dans ses poèmes. Alors moi, je voulais en lire 2. Je voulais lire le premier de la sélection et le dernier. Je ne sais pas si on aura le temps. J'aime beaucoup le premier aussi. Oui. Voilà, le tout premier s'appelle La journée. Oui. Et je suis contente que Daniel soit là parce que vous allez l'entendre avec l'accent de la langue parmesane, qui est une langue extrêmement chaleureuse. La journée. Le double vitrage de la cuisine à l'entresol retient à l'intérieur le tiède du café au lait et le regard critique sur le fils du voisin qui traîne son sac à dos vers l'arrêt du bus. Ainsi commence la journée qui tire à sa fin, l'oreille tendue pour le rendez-vous avec la sonorité à 2 tons du clignotant. C'est la benne qui vide les caissons à ordures, jaune, marron, vert et bleu, immuables dans l'ombre, comme de muettes perruches. Daniel, metti il suono? Lo leggo in italiano? Sì. I doppi vetri della cucina al piano rialzato tengono dentro il tiepido del caffè latte e l'occhio critico al figlio del vicino che trascina lo zaino alla fermata del bus. Inizia così la giornata che volge al termine, con l'orecchio teso all'appuntamento col suono bitonale del lampeggiante. È il furgone che vuota i cassonetti, gialli, marroni, verdi e blu, immoti nel buio come mute cocorite. Grazie Daniele. J'ai le temps d'en lire un deuxième? Oui. Alors, je prends un qui est plus vers la fin de la sélection, qui s'intitule « Sous les cimes », parce que Parme, c'est finalement une ville qui est entourée d'une région de collines, d'une région de montagne, c'est l'Apennine, le Basso Apennine, et la vallée du Pô, c'est un paysage très, c'est une espèce de petit nid avec des montagnes autour. Sous les cimes, la rue finit là, grêlée de trous. Un grumeau de maisons en pierre, des vases vides sur l'anodin des vérandas closes. Sur le mur, une affiche funèbre érodée par le temps. 2 poules pondeuses. Du bord résistent les perles de bois. Le terrain de boule où pousse l'herbe. Sous la pergola, un frigo éteint. Et 4 vieux en suspens sur le geste de la briscola. L'été, leurs petits-fils rechargeront un peu le mécanisme. Daniel, a te.
Sotto il crinale. La strada finisce lì, butterata di buche. Un grumo di case di pietra, vasi vuoti nell'anodino delle verande chiuse. Sulla plancia un annuncio funebre eroso dal tempo, 2 galline ovaiole. Del bar resistono le perline di legno, il campo da bocce inerbito. Sotto il bersò un frigo spento e 4 vecchi fermi nel gesto della briscola. In estate i nipoti caricheranno per poco il carillon. Grazie Daniele. Grazie mille, Daniele. Grazie a voi. Grazie mille. Che cos'è la briscola? Ecco. Che cos'è la briscola? Chiedi a C'est Daniele. à Daniele ou à toi aussi. Est-ce que Alors, la briscola, c'est un jeu de cartes. Mais on alors, je peut peux pas traduire la expliquer parce que question? je sais pas Oui. faire. Je sais pas jouer. La briscola. Hein? Daniele? Bien. Attends, j'ai pas bien compris. No, Daniele, puoi spiegare la briscola? Sì? È un Allora, gioco. è un gioco di carte. Ah, sì, sì, sì. Ok. Avevo capito, ma non sapevo veramente se era la verità. È il gioco forse più famoso in Italia. Sì, 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 sì. La briscola. Merci. Grazie, grazie Daniele. Merci. Bien, cette heure de rencontre arrive à son terme. Est-ce que Marie nous entend toujours? Ah, je ne... Elle n'a pas rallumé son... je ne sais pas. Est-ce qu'elle est toujours en ligne? Peut-être Hugo ou Yannick peuvent-ils voir cela? Alors, Marie est toujours en ligne, mais elle ne réagit pas. Donc, oui. Ah, là, voilà. réagis. Voilà. Bon retour. Bon retour parmi nous. Alors, notre rencontre touche à sa fin. Est-ce qu'on te laisse le mot de la fin, justement, Marie? Eh bien, pour vous remercier, ça c'est... Merci à toi. Et vraiment vous dire à bientôt. Et merci beaucoup, beaucoup. Merci. Y a-t-il, excuse-moi Karine, y a-t-il des questions? Enfin, vous pouvez aussi avoir quelques temps d'échange si vous le souhaitez. Simplement, dans ce cadre-là, si chacun peut prendre le temps de laisser un petit temps après chacune des interventions pour que les interventions ne se chevauchent pas et que ça ne fasse pas du brouhaha. Très bien. Je peux parler? Oui. Non, simplement pour dire que dans ce numéro remarquable, comme toute l'œuvre de Marie, je souhaiterais que les gens aussi se laissent dériver, puisqu'il a été question beaucoup de dérives, vers le texte de Laure Gauthier, qui a rejoint tout à fait récemment le comité de rédaction de Phoenix, si je ne m'abuse. C'est un très beau texte où elle déambule dans Rodez à la recherche peut-être de Soulages, peut-être de Artaud, peut-être les deux. Et ce texte, finalement, a quelques échos avec le travail de Marie. Voilà. Oui, c'est tout à fait juste. C'est une déambulation dans Rodez qui ressemble beaucoup à son travail. Oui, merci beaucoup. Une pensée pour Laure qui a essayé de nous rejoindre, qui est de cœur avec nous, mais qui ne l'a pas pu. Si je peux prendre la parole, je voudrais ajouter que la revue sera à l'honneur aussi jeudi 21 avec la présence d'André Huguetto au Jeudi des mots qui se passe aussi sur Zoom. André Huguetto, qui nous demandera de parler de l'histoire de la revue, de sa filiation et aussi de son livre publié dans la collection du Nouvel Athanor pour les poètes trop effacés. Voilà, donc je vous propose un autre rendez-vous autour de Phoenix. Merci. Merci Marilyn.
Voilà. André, donc tu étais à la Fondation en 2011. Ben oui, c'est-à-dire, oui, j'étais à la Fondation et puis j'ai dirigé quand même, enfin, jusqu'à une autre Marie, hein, Marie Rouanet, souviens-toi. Oui, jusqu'au numéro Marie Rouanet. Oui, jusqu'au numéro Marie Rouanet. J'ai rejoint l'équipe en 2013 pour ma part, Oui. avec le numéro Jacotet. Oui. Voilà. Donc, dont il reste beaucoup d'exemplaires. Tant mieux. Sachez-le. Oui. Il a été tiré en nombre. Enfin, je ne dis pas tant mieux parce que je me réjouirais que ce ne soit pas vendu, mais je dis que ce numéro peut faire plaisir à beaucoup de monde. D'ailleurs, souvent, on me le demande aussi. Voilà. Donc, je suis content qu'il en reste quelques-uns. Peut-être pas des quantités phénoménales, mais un peu quand même. Ouais. Non ? Tout de même. Au moins 2 cartons. Oui, d'accord. Très bien. Euh, Oui, ben, écoute, est-ce que nous avons entendu tout le monde là? Non, Tous ceux qui c'est étaient pour là. ça que Yannick et Hugo ont ménagé une petite plage pour Oui. savoir si certains voilà, souhaitaient J'ai réagir. été très intéressé par ce que disait Wesley et ce qu'a dit Warren aussi. Ils m'ont éclairé vraiment sur le travail de Marie Connet. Oui, c'est vrai. Ouais. Et je vois en ligne Yannick Le Breton. Oui, bonjour. Tu ne vois pas? Est-ce qu'il veut prendre la parole? Il faut allumer le micro. Hein. Il faut. Oui. En effet, mais je n'ai pas grand-chose à rajouter, sinon peut-être inviter effectivement les quelques personnes qui assistent à cette réunion magnifique, quoique un peu hachée, à s'exprimer, donner un avis, poser une question. Oui, moi j'aime beaucoup ce qu'a écrit par exemple Daniel. Hein. Je trouve que ce sont de très beaux poèmes. Et j'aime beaucoup ce poème, notamment où il évoque des sprinteurs dans une salle de sport. Les salles de sport sont fermées à l'heure actuelle et personne ne peut s'entraîner, n'est-ce pas? Ne peut pédaler dans le vide devant une machine. Mais je trouve que c'est plein d'ironie. Vélo en salle du samedi, du côté droit de la Grande Place, face à l'axe qui pointe vers l'Apennin, sous le chapiteau bleu qui protège du soleil, des dizaines de cyclistes stationnaires, tels d'asthmatiques perroquets en cage, pédalent en caleçon sur le rythme infernal de la Zumba, dirigé par un Toscanini tatoué. Le Stelvio sur écran, XXL, il pédale et la roue dentée court sur l'horloge de la vieille tour. Ça, superbe. Merci, Daniel. Alors, Ci provo con l'ironia. Oui. Oui, il y a beaucoup d'ironie là-dedans. Oui. On en a besoin. Oui. Pour ma part, je reprends brièvement la parole pour parler de la traduction des Métamorphoses d'Ovide par Marie. Ah oui. Voilà, qui est une traduction monumentale, un travail gigantesque. Et alors, je crois que c'est Juliette Mézin qui dit dans un article, les Métamorphoses, je les avais lues, mais elles ne m'avaient jamais fait cet effet-là. Alors, pour les traduire, pour traduire Ovide, Marie est fidèle à sa langue, la langue dans laquelle elle écrit ses propres romans, et l'effet est parfaitement approprié à Ovide, à ce que sont les métamorphoses. Ovide dit lui-même,
qu'il s'agit d'une épopée. Voilà. Et il définit son œuvre avant même de dire que c'est voilà, un récit. C'est vraiment l'épopée de la métamorphose. D'une part, ça correspond à l'œuvre de Marie. C'est vraiment une épopée des métamorphoses, de la métamorphose. Et puis ensuite, sa langue ne pouvait être mieux adaptée justement à l'esprit de la métamorphose qui fascine Ovide. Ce changement d'identité, le passage de corps en corps, d'histoire en histoire, l'intertextualité. Voilà, je trouve qu'on ne pouvait pas mieux correspondre au texte d'Ovide. C'est vraiment... Là aussi, il y a une confluence formidable, là, ici en 2019 ou 2020. Il y a donc une modernité, oui, de cette traduction. Et moi, j'aurais une question à poser, d'ailleurs, à Marie. L'influence de la traduction sur son écriture, justement. Je ne sais pas si elle peut répondre. Est-ce qu'elle nous entend toujours ? Son écriture est une traduction, en tout cas permanente, une translation justement de pays en pays, d'histoire en histoire, de style en style, de genre en genre. Peut-être qu'on n'a pas assez parlé justement de son style propre, qui est réellement poétique. Elle écrit en poésie. Là aussi, il y a une confusion et une convergence très, très, très féconde, très plaisante. Est-ce que Marie toujours... Apparemment, elle Si, j'entends très bien, c'est simplement que ça y est, tu m'entends là. Oui, oui, nous t'entendons. Eh bien, merci. Voilà. André demandait l'influence, si la traduction, de quelle manière la traduction travaillait ton écriture. Je pense que la traduction des Métamorphoses, cette œuvre-là, je ne saurais pas vraiment dire de quelle manière, ou alors il faudrait être très très précis et prendre du temps sur une phrase, mais en tout cas le travail de la grammaire, le travail de la syntaxe latine, oui, je pense que ce travail-là de la syntaxe, de la grammaire, de la reprise, de recommencer, de lire très lentement, alors même que le texte préexiste et que donc on a envie de galoper, ça oui, je pense que tout ce travail-là d'aller-retour, de revenir et d'aller en avant et de repartir en arrière, etc., ça c'est quelque chose qui travaille, je pense, hein, j'imagine, je crois, ma façon d'écrire en fait, en avant et en arrière, revenir, repartir. Merci Marie. Nous avons dans le chat, il me semble, une question de Marie-Pierre Barrière, il me semble, que je vais lire parce que tout le monde ne peut pas forcément lire le chat. Je vous remercie pour cette émission qui donne envie de lire davantage Marie. Ma question porterait sur la manière dont son écriture s'est transformée au contact des récits des enfants migrants que nous accompagnons toutes deux. Ces chocs narratifs me laissent souvent démunis face à la possibilité d'une restitution. Je vous remercie aussi pour votre travail sur la langue et l'écriture hors cadre médiatique et polémique. J'ai beaucoup aimé le calme et l'intelligence simple de cette conversation. Je voudrais bien répondre à Marie-Pierre sur les récits des enfants migrants que nous recevons toutes les deux. Et alors, c'est parce que c'est une question c'est une question de chaque jour, en fait. C'est une question vraiment très, très importante et on ne sait pas quoi faire avec ça. Et surtout pas, en fait, du récit nous-mêmes. En fait, je crois
sauf si, peut-être qu'on va trouver un contre-exemple, mais je ne crois pas. Je ne crois pas du tout avoir, dans aucun de mes récits, reproduit ou attrapé par là un récit reçu, de cette manière-là. Sauf dans ce que j'appelais, je dis au passé parce que j'en fais plus, mais des chroniques que je mettais sur le site de Mediapart. Et ça, c'était dans le cadre d'une sorte de travail de découverte, puisque j'étais en train de découvrir la manière dont on s'occupait, ou plutôt dont on ne s'occupait pas, des enfants migrants, qu'on considère comme des migrants et non pas comme des enfants, comme des étrangers, et non pas comme ressortant du droit de l'enfance. Et alors, à part ces textes-là de découverte et d'analyse, en fait, et donc, évidemment, aller puiser au récit que me faisaient les enfants, je n'aurais pas eu l'idée ou pas du tout eu la possibilité d'attraper ces récits et d'en faire quelque chose, sauf à les transformer beaucoup, évidemment, comme peut-être dans Les Enfants de l'Aurore, où là, en effet, il y a des souvenirs d'eux qui passent par là. Ils passent par là, bien sûr. Mais sur ces récits-là, ce que j'ai eu envie de faire et ce qu'on a réussi à faire avec Daniel Senovia-Hernandez et Stéphane Bicchialo de l'université à Poitiers, eh bien, c'est donner la parole à ces enfants-là, enfants ou ex-enfants, puisque l'enfant grandit, ce qui en général, même si on ne sait pas trop ce qu'est le temps, on peut quand même dire qu'ils vont grandir. Et donc, on a créé une collection qui s'appelle Ces récits qui viennent. La maison d'édition est d'Acre. Et aujourd'hui, on en est, deux livres sont publiés. Le premier de Stéphane Egnatche, le deuxième d'un jeune homme qui s'appelle Mohamed Sanoussi Fadiga, et un troisième, un quatrième et même un cinquième sont en cours non pas de préparation, mais de travail en tout cas. Donc, on a énormément reçu de manuscrits, de textes, et ces textes sont incroyables. Celui sur lequel je travaille en ce moment, on ne s'en remet pas, vraiment. Et merci à Marie-Pierre pour cette question. Oui, alors c'est peut-être un petit peu difficile de rebondir après une intervention aussi forte, je trouve, qui est à la fois un peu triste et un peu positive en même temps. Enfin, moi, je l'entends comme ça. Je ne sais pas très bien qui pourrait dire quelque chose après ce que vient de dire Marie. Je ne sais pas, Yannick, ce que tu en penses, et Karim. Eh bien, un écho peut-être, c'est une belle manière qu'a Jeanne Sautière qui a rencontré, lors d'une manif de femmes prostituées, qui a rencontré Marie et qui tout de suite a été, témoigne-t-elle chez Marie, bouleversée dont Marie par la manière dont Marie rend la parole aux autres. Voilà. Donc je trouvais que c'était une très belle formule. Elle dit aussi cette façon d'embrasser la parole de l'autre. Voilà. Là encore, de ce point de vue-là, son écriture n'est pas distincte du monde. Ce qui est très étonnant dans If, c'est la façon dont la parole est transcrite. C'est-à-dire, c'est pas sous forme de citation, c'est pas la citation, ce serait prendre un bloc de parole et le remettre dans le texte. Elle prend en charge la parole elle-même, comme si elle prenait cette parole dans les bras, quoi. Et ça, je trouve que ça m'avait vraiment frappée quand je l'ai rencontrée, puisqu'on était allés ensemble à une manifestation. Elle publiait sur sa page Facebook ce qu'elle faisait avec Emmaüs, un recueil aussi de paroles. Et je trouvais que c'est quelque chose qui traverse tout son travail, cette façon de prendre en charge la parole des gens d'une façon tellement vivante et pas comme une barque, quoi, comme elle emmène ça, c'est magnifique. Ouais. C'était bien de pouvoir faire cette mention à propos du travail de Marie. Merci Jeanne. Merci beaucoup. Et sur
les paroles comme ça. En tout cas, je sais pas, mais c'est ça que j'aime faire. Voilà, je voulais dire, j'adore ça, les emmêler, pas forcément mettre des guillemets et savoir qui a dit quoi, mais les mêler, et j'ai l'impression que, alors quelquefois je peux me poser la question, est-ce que heu, quelqu'un n'a pas vraiment dit ça comme ça? C'est une il y a un peu de fabrication, mais pas du tout pour faire, pa pa pas pour le rehausser ou au contraire lui donner, je sais pas, ça passe par un, ça passe par là, je sais pas par où, je sais pas le dire autrement, mais au fond, après coup, quand la phrase est écrite ou le bloc est écrit, sauf si c'est raté et que ça part à la poubelle, mais sinon, si je le garde, si j'estime moi que c'est pas raté, ce qui garantit rien, j'ai l'impression que la personne, en tout cas, elle se reconnaîtrait, ou en tout cas ça lui ferait pas ombrage. Voilà. Mmh. Oui, parce que c'est une parole rehaussée aussi. Mmh. Quelque chose qui est, voilà, il y a quelque chose de l'ordre du sacré dans le recueil de la parole, c'est sûr. Mmh. Bien. Voilà, on va peut-être pas finir sur ce mot de sacré quand même, mais lorsque Hugo, tu évoquais ces textes à la fois beaux, terribles, voire un peu tristes, il ne faudrait pas rester dessus. Mais comme il s'agissait de projets, est-ce que la revue Phénix peut parler de ces projets, des chantiers en cours et de ce qui s'annonce pour cette année anniversaire? Bon, ces années où parler de faire la fête est tout à fait relatif, mais en tout cas, le plaisir déjà de se voir par écran sera-t-il prolongé par un numéro particulier? Le projet, c'est de durer encore au moins 10 numéros supplémentaires. Voilà, bien sûr. Cette année, alors effectivement, les conditions ont fait que nous aurions dû créer peut-être une rencontre avec un autre organe poétique marseillais qui s'appelle le Scriptorium, peut-être une rencontre croisée. On verra si elle a lieu. Pour l'immédiat, les 2 prochains numéros sont sur les rails. Le projet, c'est aussi d'arriver à tenir à peu près 3 numéros par an. Le prochain numéro sera consacré à Jean-Pierre Lemaire et le suivant à Lucie Taïeb. Voilà. Il devrait sortir à peu près alors, en juin. Je ne sais pas s'il sera prêt pour le marché. Le marché aura-t-il lieu? Voilà, on est incertain pour la suite. Peut-être Hélène Dorion, peut-être. Eh bien, voilà qui promet. S'il n'y a plus de questions parmi le public, ou Marie, un dernier mot? Non, mais je vais faire le même dernier mot que tout à l'heure. Je vais tous vous remercier beaucoup et vous dire, à très bientôt, j'espère en vrai. À bientôt. Oui, on espère aussi. Merci à tous, merci à tous les participants. On vous attend nombreux pour la prochaine rencontre encore à prévoir. Portez-vous bien et très vite retrouvons-nous démasqués, peut-être au marché de la poésie ou au salon de la revue. À bientôt. Au revoir, merci.